si réellement il n'y a pas une erreur concernant la date des événements. Et deuxièmement, l'information au niveau de la chambre d'instruction. J'ai dit, Monsieur le Président, que tout est parti du fait que le colonel Al-Gassimou a demandé au colonel Doumbouya ce qui a été dit au cours du rassemblement. Le colonel Doumbouya le répond en disant: nous avons été informés de l'échec d'un coup d'État. Nous avons été informés de l'échec d'un coup d'État. Et tous ceux qui sont dans cette salle savent que si nous parlons d'échec d'un coup d'État, c'était dans la journée du 19 juillet 2011. Et voilà que pour cette petite erreur, ou à cause de cette petite erreur, le colonel Al-Gassimou et le colonel Doumbouya sont en prison depuis 2 ans. Et comme le cynisme, on a essayé d'opposer ces 2 officiers. Bravo. Colonel Doumbouya. On a essayé d'opposer ces 2 officiers en faisant croire au colonel Doumbouya que s'il est en prison, s'il a été privé de liberté pendant presque 2 ans, c'est la faute du colonel Al-Gassimou. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est la faute à ceux qui n'ont pas voulu faire des investigations sérieuses. Il suffisait de se poser une seule question. Lorsqu'on parle d'échec d'un coup d'État, cela se situait à quelle date? Objectivement, logiquement. Mais, encore une fois, c'est dit, écoutez, nous n'allons pas prendre la responsabilité de vous libérer. On va le faire devant la cour d'assises. Donc, Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, honorables jurés, on vous a refilé la patate chaude. Donc, c'est vous dire encore une fois, Monsieur le Président, le peu d'importance, le peu de respect que l'on accorde aux libertés individuelles dans notre société. Je prends le cas du colonel Samba Djamaka. Si, étant considérée comme étant l'instigatrice de cette affaire, elle a pu s'appuyer sur des militaires. Elle est de Kounda. Le colonel Samba Djamaka est de Kounda. Si Mme Fatoubaya doit donc s'appuyer sur les militaires, elle ne s'appuiera d'abord que sur les militaires ressortissants de sa préfecture d'origine. C'est tout. On ne s'est même pas posé la question de savoir si cette version était plausible, si cette version était sérieuse. En ce qui concerne, par exemple, le capitaine Abdoulaye Diallo et le capitaine Abdoulaye Sadio Diallo, si je me trompe, Amadou Sadio, j'ai été choqué d'apprendre ici, à la barre, d'entendre le représentant du ministère dire, en ce qui concerne le capitaine Abdoulaye Diallo, que vous êtes poursuivi parce que nous pensons que vous avez saboté le char. Devant la cour d'assises, on est encore au stade de la pensée, pas des preuves. Devant la cour d'assises, nous pensons que vous avez saboté le char. Pour ce qui est du capitaine Amadou Sadio Diallo, là également on dit, nous pensons que vous avez élément du service de transmission à la présidence de la République, vous avez donné des renseignements aux assaillants. Pour le lieutenant Mamadou Yero, nous pensons que vous avez recruté des hommes, on n'a même pas dit que vous avez recruté, que vous avez proposé 20 militaires
à Mme Fatou Badia Diallo. Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, honorables jurés, est-ce qu'on peut accepter humainement, moralement, juridiquement, qu'à ce niveau de la procédure, que l'on puisse encore dire, nous pensons que vous avez fait ceci, ou bien vous avez fait cela. Je disais hier que Monsieur le procureur, en recueillant l'acquittement pour ces 8 accusés, a pensé peut-être qu'on allait décerner le prix Nobel de la paix. En tout cas, si c'est moi qui devais lui décerner ce prix, il ne pourrait pas l'avoir. Parce qu'à mon avis, ce qu'il a requis au cours de cette audience, il devait le recueillir déjà. Je sais qu'il l'avait fait déjà. Il l'avait fait devant la chambre d'accusation. Mais je vous demande, pourquoi alors a-t-il exercé un pouvoir en cassation contre un arrêt rendu conformément à ses propres positions? Mais je connais tout de suite la réponse qu'il va donner. En tant que ministre public, je peux changer de position à tout moment. Je peux même relever des voies de recours contre des décisions rendues conformément à mes réquisitions. On aura l'occasion d'en discuter. Donc, Monsieur le Président, voilà des personnes qui ont passé 2 ans en prison et pour lesquelles on avait mis certains personnellement. Moi, je n'en aurais jamais parlé. Parce que je me dis que ce dossier est déjà dans les oubliettes. Mais comme il en a parlé, il y a quand même quelques observations que je vais faire. Le fait de dire que j'ai été son avocat, oui, je l'ai été, je l'assume. Je l'ai été parce que j'étais convaincu d'être victime d'arbitraire. Hier, j'en étais convaincu. Aujourd'hui, je le suis. Demain, je le serai. On a voulu porter atteinte à sa dignité. On a voulu porter atteinte à son honneur. Et tout comme moi, il y a beaucoup d'avocats qui se sont élevés pour se constituer et assurer sa défense. Bien entendu, je vais peut-être le seul ou bien l'un des rares à continuer avec lui jusqu'à la fin de la procédure. Je suis resté à ce chevet, entre guillemets, comme un médecin, le chevet de malade. Mais ce qui m'importe dans cette procédure, qui le concerne ou qui l'a concerné, ce n'est pas forcément le fait de dire devant les caméras de la télévision où j'ai été son avocat. Je n'ai personnellement aucune gloire à tirer de cela. Ce qui était important pour moi, c'est que lui, qui a été victime d'arbitraire, il s'engage, il s'investisse dans la lutte contre l'arbitraire. C'est la seule récompense que je m'attendais de sa part. Il ne soutient pas l'arbitraire, il ne cautionne pas l'arbitraire. Parce qu'il y a un proverbe de chez nous qui dit, je vais le traduire en français directement, je le présente. Celui qui a vu le danger, celui qui a échappé au danger et celui qui a entendu parler du danger ne courent pas à la même vitesse. Monsieur le Président, Monsieur le procureur ici présent, il a vu le danger, il a échappé au danger, il a vu l'arbitraire, il sait ce que c'est que l'arbitraire. Et je dois dire que lorsque, à notre satisfaction, une ordonnance de non-lieu a été rendue en sa faveur, nous en étions tous heureux. Et notre combat, lui et moi, par la suite, c'était de faire en sorte que nous attaquions l'État guinéen devant la Cour de justice de la CEDEAO du fait de la privation de liberté dont il a été l'objet. Il a fallu qu'il soit nommé avocat général pour que nous renoncions à ce projet. Et je dois dire qu'à l'époque, lui n'avait fait que 3 mois, si je ne m'abuse. Il y en a qui ont fait 2 ans. Il y en a qui ont fait 2 ans. Aujourd'hui, ces personnes pour lesquelles un non-lieu a été requis
vont peut-être recouvrer leur liberté et rentrer dans leur famille respective. Mais que dire de ces 2 années de privation de liberté? Que faire? Ils ont été voués aux gémonies. Ils ont été l'objet de toutes sortes de critiques. Ils ont été présentés comme des prêtres à l'action. On va passer tout cela à perte de profit, malheureusement, parce qu'en Guinée, il n'y a pas une commission d'indemnisation des victimes de détention provisoire abusive. Qu'appelle-t-on victimes de détention provisoire abusive? Ce sont des personnes qui ont été placées en détention provisoire et qui, par la suite, bénéficient d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement. Cela dépend du niveau de la procédure. Ces personnes-là vont entrer, après avoir été privées de liberté pendant 2 ans, et on n'en parlera plus. Et finalement, la même chose va continuer. Demain, on prendra d'autres personnes aussi, qu'on maintiendra en prison pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et après on se rend compte qu'il n'y avait absolument rien contre eux. Et on les libère, on passe cela en perte des profits. C'est exactement ce qui est en train d'arriver actuellement à d'autres détenus qui sont à la prison centrale. C'est juste une parenthèse de jour. Il s'agit du général Moudjan, il s'agit du colonel Sadou Diallo, il s'agit du lieutenant-colonel Olubondabon Kamara et 2 autres jeunes sous-officiers. On va se rendre compte que les faits pour lesquels ils sont poursuivis ne tiennent pas, ou même si ces faits tenaient, les peines qui sont attachées aux faits qui leur sont reprochés, ces peines-là ont déjà expiré, ont été déjà purgées. Et on va dire, je ne dirais même pas un bon musulman ou un bon chrétien, mais un chrétien ou un musulman hypocrite, c'est Dieu qui l'a voulu. Remettez-vous-en à Dieu. Ce n'est pas notre rôle, monsieur le Président. Nous devons nous battre pour que ce genre de comportement cesse. Et c'est pourquoi, généralement, monsieur le Président, nous avocats de la défense, et même les avocats de façon générale, lorsque nous demandons la mise en liberté provisoire de personnes poursuivies, en indiquant que ces personnes-là offrent des garanties de représentation, c'est pour éviter qu'après, qu'à l'issue de la procédure, que l'on se rende compte qu'en réalité, les faits qui étaient reprochés à ces personnes-là ne tiennent pas. La mise en liberté provisoire a au moins un avantage. La personne qui est jugée et contre laquelle aucune charge, aucune condamnation n'a été prononcée, si elle est en liberté, elle peut se dire au moins je n'ai pas souffert des rigueurs de la détention. Je peux remercier Dieu. Ainsi, cette personne-là est en détention et que par la suite, elle est mise en liberté. Monsieur le Président, c'est moralement choquant. C'est moralement choquant parce que la prison ne ressemble à aucun autre univers. Lorsqu'on parle de droit à la vie, de droit à la nourriture, de droit à la santé, les droits humains ne se limitent pas à ça seulement. Il y a aussi le droit à la liberté. En plus du droit à la santé, du droit à la nourriture, du droit au logement, il y a le droit à la liberté. C'est l'un des droits les plus importants. C'est l'un des droits les plus importants. Lorsque je prends par exemple le cas de certains détenus ici, comme le capitaine Cheikh Mali, pendant sa détention, il a perdu son grand frère. Pendant sa détention, il a perdu sa mère. Il n'a même pas eu l'occasion d'assister au funérailles de ses 2 parents qui nous sont chers. Vous imaginez, monsieur le Président, combien de fois il est dangereux de s'amuser, de plaisanter, de prendre à la légère la liberté des gens. Monsieur le Président, j'en viens au cas des personnes qui sont poursuivies pour abstention délictueuse.
En ce qui concerne cette personne-là, j'ai été particulièrement considéré pour le capitaine Cheikh Baldé, M. Alpha Saloua, le lieutenant-colonel Lance Doumbouya, même si on a écrit rapidement pour lui. Mais ce que je vais dire concerne tous les autres accusés poursuivis pour ce chef d'accusation. Il s'agit notamment du lieutenant Bonosoli Diallo, lieutenant Lamarana. Je n'ai même pas besoin d'entrer dans les faits. Je voudrais que vous examiniez leur cas simplement au regard de la loi. Et, Monsieur le Président, avant de parler un peu de la situation de ces accusés, hier, j'ai abordé la question du communautarisme qui commence à gangréner la ville. Et je constate que finalement, les communautés se méfient les unes des autres. Monsieur Alpha Saloua m'a raconté quelque chose qui m'a fait rire. Au départ, je n'étais pas son avocat, c'est par la suite qu'il m'a constitué. Alors, quand il a dit à certains membres de son entourage, je vais constituer Brent Traoré comme avocat, alors son entourage, prenant pour accompagner à toute société, attention, n'oublie pas que ce sont eux. Donc, il va le constituer. Est-ce que question ne peut pas te défendre sincèrement? Et de façon terre à terre, je dis ça de façon à langue nationale. Quand tu vas le constituer. Alors que de l'autre côté aussi, on dit non, que je ne dois pas défendre ces gens-là. Quelquefois, on me considère comme un traître à la cause mondaine. De l'autre côté, on me dit c'est un espion. Et comme on le dit à Soussou, Sinima, Akinima. Monsieur le Président, ne me demandez pas de traduire ça, c'est un peu compliqué. Mais c'est pour vous dire combien de fois les Guinéens sont devenus communautaristes. Il ne peut pas imaginer qu'un avocat puisse défendre dans un dossier comme ça, qu'un autre n'est pas de la même idée. Mais je dois dire, Monsieur le Président, l'être humain, l'homme de façon générale, est le fruit de son milieu. Il est le fruit de son milieu. Il est fortement influencé par le milieu dans lequel il évolue. Moi, je suis fortement influencé par le milieu dans lequel j'ai grandi. J'ai grandi dans une zone industrielle, comme ma soeur Mawadaro, où des Guinéens de toute origine, de toute ethnie, viennent trouver un emploi. Donc très tôt, j'ai commencé à côtoyer des personnes d'autres ethnies. Très tôt, j'ai commencé à les approcher. Très tôt, j'ai commencé à les comprendre. Car, Monsieur le Président, si vous n'approchez pas quelqu'un, vous ne pouvez pas le connaître. Si vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas l'aimer. Quand vous allez à Kamsa, c'est là qu'il s'agit. Quand la CBG octroie des logements aux travailleurs, on ne dit pas les travailleurs peuvent loger dans tel secteur. Les travailleurs qualifiés loger dans tel secteur. Les travailleurs sous loger dans tel secteur. Ça ne se passe pas comme ça. Les gens sont logés en fonction de la disponibilité de logement. Et au village, la partie de Kamsa qu'on appelle également le village, c'est exactement comme ça. De sorte que, très tôt, encore une fois, j'ai connu ce brassage. Très tôt, j'ai intégré cette notion de brassage ethnique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, en tout cas, jusqu'au moment où moi je votais comme ça, il n'y avait pas ce genre de distinction. Et je vois qu'il y avait des problèmes à FIA également. Parce qu'à mon avis, ici, quand on est arrivé, on nous appelait les Caravadés. C'est à Conakry ici que j'ai vu des quartiers habités uniquement ou exclusivement de peuple, des quartiers habités uniquement ou exclusivement de Malékais, ou de Soussou. Moi, je ne connaissais pas ça. De sorte que lorsqu'on veut m'enfermer dans un certain engrenage, pour des raisons ethniques, je refuse. Et Monsieur le Président, je
J'aime quand même vous dire une chose, peut-être qu'il va vous étonner. Même certains de mes confrères ici, à un moment donné, se sont posé la question de savoir est-ce que je suis avec eux de manière sincère? Est-ce que je ne suis pas un espion de Louis Bouga? Est-ce que je ne suis pas un espion de Michel Bouga? Il faut le dire. C'est pourquoi à un moment donné, j'ai préféré laisser cette place-là pour venir ici. Je ne l'ai pas fait à cause du charme des jeunes femmes qui nous entourent. Ce n'était pas pour ça. C'est une façon de marquer ma différence. Parce que j'ai été quand même choqué qu'on en vienne dans ce dossier à suspecter mon engagement. Je crois que, depuis les avocats de la défense, j'ai été l'un des rares ici à être expulsé. C'est vous dire que dans ce dossier, je me suis engagé à fond. Bon, bref, ça c'est un détail. Ce qui est important, je reviens au cas des personnes qui sont poursuivies pour l'abstention religieuse. Il s'agit donc de M. Alpha Selma, du capitaine Chérif Bagou, du lieutenant Lamarana. Donc, il y a des accusés qui sont poursuivis pour l'abstention religieuse. J'avais dit en son temps, je présente en réalité, lorsqu'on parle d'abstention religieuse, c'est vague. Parce qu'en réalité, lorsque vous prenez le code pénal, l'expression abstention religieuse est le titre d'un chapitre. C'est un chapitre qui est intitulé Abstention religieuse. Il s'agit, disons, d'un chapitre se trouvant dans le livre 2 du code pénal qui est intitulé des personnes punissables, excusables, responsables pour crime ou délit. Donc c'est le livre 2. Et le chapitre 1, c'est les complices, les co-auteurs et les receveurs ou malfaiteurs. Donc le chapitre 2 concerne l'abstention religieuse. C'est pourquoi j'avais dit au départ qu'en réalité, lorsqu'on parle d'abstention religieuse, on reste dans ce qu'on appelle le général, parce qu'il s'agit là d'une expression générique. Et c'est pourquoi vous d'ailleurs qui avez fait la Côte d'Ivoire, quand vous prenez le code pénal ivoirien, on ne dit pas abstention religieuse, on dit abstention coupable, en mettant l'expression plurielle, donc les abstentions coupables. Je trouve cette expression beaucoup plus proche de la réalité, conforme à la réalité. Le droit pénal général, et on aborde la question des infractions d'omission ou des délits d'omission. L'exemple qu'on cite le plus souvent, c'est le délit de non-assistance à personne en danger. C'est un exemple de délit d'omission. Mais en plus de cette infraction, il y a d'autres infractions, telles que le délit de non-témoignage en faveur d'un innocent. Et l'infraction pour laquelle ces personnes-là sont poursuivies se trouve être traitée par l'article 56 du Code pénal. Cette infraction a un nom précis, une appellation précise. C'est le délit de non-dénonciation de crime. Le délit de non-dénonciation de crime. Donc c'est également un exemple de délit d'omission. Et que dit ce article? Sans préjudice de l'application de textes spéciaux, sera puni d'un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et d'une amende de 50 000 à 1 million de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, ayant connaissance d'un crime déjà tenté ou consommé, Lors des débats ici, qu'est-ce que nous avons constaté? Qu'est-ce que nous avons marqué? Nous avons marqué des effets griefs à ces accusés d'avoir été préalablement informés du projet d'abattage contre le chef de
l'État et qui se sont abstenus de porter cette information à la connaissance des autorités judiciaires et administratives. Mais, Monsieur le Président, si nous devons rester collés au texte, et je dis que nous devons rester collés au texte, en vertu du principe selon lequel la loi pénale s'interprète de manière restrictive, c'est affaire très simple. Lorsque je dis, Monsieur le Président, que la loi pénale doit s'interpréter de manière restrictive, cela a une conséquence. La conséquence, c'est que le juge est tenu par la définition légale des infractions. Il ne peut pas aller au-delà de la définition légale des infractions. Et je viens de vous donner la définition légale du délit de non-dénonciation du crime. J'ai essayé de faire un peu du droit comparé. Monsieur le Président, lorsque vous prenez le code pénal français, lorsque vous prenez le code pénal ivoirien que j'ai oublié d'envoyer ici, et vous prenez le code pénal guinéen, vous verrez que cette infraction est formulée quasiment de la même manière. En droit pénal guinéen, on dit un crime tenté ou consommé. En droit pénal ivoirien, un crime tenté ou consommé. En droit pénal français, on a dit un crime tenté. Mais pourquoi on a dit un crime tenté en droit pénal français? Parce qu'en réalité, et cela fait d'ailleurs même dans notre pays, le crime tenté et le crime consommé relèvent du même régime juridique. Autrement dit, l'auteur d'une tentative est puni de la même manière que l'auteur de l'infraction consommée. C'est pourquoi le législateur français n'a pas jugé nécessaire de faire la distinction entre crime tenté et consommé. C'est la même chose. Parce qu'on vous dira, est auteur d'une infraction celui qui tente de commettre les éléments constitutifs de l'infraction et celui qui commet cette infraction ou les éléments constitutifs de cette infraction. Alors, c'est vous dire que contrairement à ce qu'on a pensé ici, lorsqu'on parle des dispositions de l'article 56, il ne s'agit pas de n'importe quelle infraction. Il ne s'agit pas de porter n'importe quelle information à la connaissance des autorités judiciaires ou administratives, Monsieur le Président. Parce que s'il était question de porter n'importe quelle information à la connaissance de ces autorités, on serait tombé dans ce qu'on appelle la délation. Or, aucune société humaine n'aime la délation. On serait tombé dans la dénonciation calomnieuse. C'est pourquoi le législateur a été très précis. Il a dit qu'il s'agit de ce qu'on appelle une infraction tentée ou une infraction consommée. Qu'est-ce qu'une infraction tentée? Permettez-moi d'en parler en ayant la certitude que vous savez de quoi il s'agit. Mais si nous en parlons, c'est parce que nous avons constaté que volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, il y en a qui font exprès de passer à côté de ce que le législateur a dit. L'infraction, c'est une infraction qui se caractérise par deux éléments: le commencement d'exécution et l'absence de désistement volontaire. C'est ça l'infraction. C'est tellement simple, Monsieur le Président. Tandis que l'infraction consommée, c'est l'infraction dont tous les éléments constitutifs ont été déjà réalisés. C'est l'infraction achevée. Alors, lorsqu'on nous dit celui qui a connaissance d'une infraction tentée ou consommée, je me pose une seule question. Est-ce que avant le 19 juillet 2011, on pouvait parler d'une infraction tentée ou d'une infraction consommée? Est-ce qu'on pouvait parler d'une infraction tentée
ou d'une infraction consommée. Je dis non. Je me situe par rapport à cette date parce que tous les entretiens que Alpha Salouane a eu avec l'agent Ibrahima Koulibaly, les entretiens qu'il y a eu entre le capitaine Chérif Bal, le lieutenant Romassori Diallo, le lieutenant Lamara Diallo, tous ces entretiens-là se situent avant 1900. Donc personne ne peut dire que dans cette salle-là, qu'à cette date, il y avait un crime planté ou consommé. Mais, Monsieur le Président, si on devait poursuivre, continuer à poursuivre ces personnes-là pour cette infraction, je dirais d'abord que la condition préalable de l'infraction n'existe pas parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle infraction, n'importe quelle information. Il s'agit d'un crime planté ou consommé, de revenir là-dessus. Mais à supposer que ces personnes-là soient obligées de porter l'information à la connaissance des autorités judiciaires ou administratives. Mais quelle était la pertinence, quelle était l'utilité de donner cette information, d'autant plus que les autorités en question disposaient de la même information, à commencer par le premier des ministres. À ce propos, voilà ce que M. le Président dit dans une interview accordée à Géographie. J'avais prévenu la France que l'on était en train de préparer un attentat contre moi depuis l'hôtel du président à Dakar. Ensuite, à Addis Abeba, je l'ai dit au président Abdoulaye Wade en présence de Blaise Compaoré. Blaise peut en témoigner. Wade était au courant, mais il n'a rien fait. Jeune Afrique, jeune journaliste. Monsieur le Président, ce qui veut dire que le chef de l'État lui-même était informé quelle est la première autorité administrative de ce pays. Ce n'est pas le chef d'État. Et c'est lui qui est destinataire de cette information. Mais s'il a déjà, quelle est l'utilité, quelle est la pertinence de lui donner une telle information? Il a déjà. Deuxièmement, il a été dit ici que le chef de l'État, de retour d'une mission au Libéria, à l'aéroport déjà avait déclaré à toute la hiérarchie militaire qu'une attaque était en préparation contre sa personne. Cela a été dit et répété ici. Encore une fois, quelle était l'obligation alors pour M. Ouad, pour le capitaine Chérif Baldé, à supposer qu'ils aient reçu cette information? Quelle était l'utilité de porter cette information-là à la connaissance du chef de l'État ou à la connaissance d'une quelconque autorité, dès lors que la première autorité de ce pays disposait de la même information? Ça, deuxièmement, vous avez, tout comme les avocats et tout comme le public ici dans cette salle, entendu le commandant Moïse Kouma dire ici, en réalité, cette éventualité d'une attaque contre le domicile du chef de l'État, contre la personne du chef de l'État, était perçue comme étant une rumeur. Si lui, commandant Moïse Kouma, considérait cela comme étant une rumeur, que dit lui qui est chargé de la sécurité présidentielle? Que dit de M. Ouad? Que dire du capitaine Baldé? Que dire du lieutenant Lamarana et du lieutenant Rémassou? Celui qui a en priorité, celui qui est payé pour assurer la sécurité du chef de l'État, dit que l'éventualité d'une attaque contre le chef de l'État, donc, était considérée au départ comme étant une rumeur. Et tout le monde sait, comme l'a dit le Premier ministre Lansana Kouyaté, il y a quelque temps, la Guinée était un pays décaillant de rumeurs.
un pays détaillé. Mais aujourd'hui, la Guinée a dépassé le statut de demi-grossiste. La Guinée est aujourd'hui grossiste de rumeurs. La Guinée est devenue grossiste de rumeurs. On pouvait même penser, M. le Président, qu'à l'époque, cette information était destinée simplement à peut-être, entre guillemets, faire peur au chef de l'État, de manière à ce qu'il couvre certaines banques, parce que depuis la arrivée, il y a beaucoup de choses qui ont été, il y a beaucoup de sources d'enrichissement illicites qui ont été asséchées. On dit, bon, pour qu'il libère un peu les banques, il faut parler de l'éventualité d'une attaque contre sa personne, et puis pour renforcer sa sécurité, on va demander des moyens pour la mettre à disposition. Parce que, je peux dans ce pays, les gens sont très intelligents. Ils sont très intelligents. Malheureusement, l'intelligence, cette intelligence n'est pas toujours au service de la Guinée. Ce n'est pas une intelligence pour la cause nationale. C'est une intelligence pour les intérêts privés. Je suis sûr que les gens sont capables d'aller dans les frontières, tirer des coups de feu pour dire attention, monsieur le président, un police est attaqué par le rebelle. Mettez des moyens à notre disposition. Le président qui n'est pas aux frontières libère donc les banques pour que les gens s'enrichissent. Donc, pratiquement, beaucoup n'avaient pas pris cette information au sérieux. Mais cela n'est pas important. Ce qui est important, c'est que, comme je l'ai dit, c'est que l'information dont il s'agit était déjà pour les autorités administratives disposer de l'information déjà aujourd'hui. Sans compter que, encore une fois, le texte parle d'un cuivre bandé ou d'un cuivre consommé. Et, Monsieur le Président, étant donné que vous êtes obligé de vous soumettre à la définition légale des infractions, vous ne pouvez pas, la Cour de façon générale ne peut pas condamner Alpha Saint-Louis pour le délit de non-dénonciation de crime. La Cour ne peut pas condamner l'allusion au Code pénal français, précisément son article 434, premièrement, il définit effectivement le délit de non-dénonciation. Et voilà ce que l'on dit à propos de cette infraction. Je dois vous faire une confidence, monsieur le Président. Lorsque je lisais ce texte et que je suis tombé sur ce dont je vais vous parler tout à l'heure, j'ai crié Eureka. J'ai trouvé. De quoi s'agit-il? C'est une jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation française qui date du 7 novembre 1990. De quoi s'agit-il? Il s'agissait d'un brigadier, d'un policier, qui était informé que son beau-frère allait commettre un hold-up le lendemain, un braquage. Il était informé que son beau-frère allait commettre ce braquage. Et effectivement, le braquage a eu lieu. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a porté plainte contre ce policier en question, ce brigadier, pour non-dénonciation de crime. Et voilà ce que la Cour de cassation française dit. L'article 62, c'est l'ancien article qui prohibe le non-dénonciation de crime, et c'est l'actuel article 434, premièrement, dit ceci. L'article 62 du Code pénal n'est pas applicable au brigadier de police qui savait que son beau-frère commettrait un hold-up le lendemain et qui s'est abstenu sciemment de dénoncer à ses supérieurs le crime qui se préparait
de façon imminente. Dès lors que, ça c'est la proposition qui va, dès lors que le prévenu n'avait pas connaissance d'un crime tenté ou consommé. C'est une jurisprudence récente. Monsieur le Président, il s'agit du Code pénal français publié par les éditions Gallows 2013. Pour ceux qui ne l'ont pas, il y en a un exemple, comme ça c'est pour moi. Ceux qui ne l'ont pas peuvent aller à la bibliothèque du centre de formation ici. Vous avez exactement le même code pénal 2013. Donc, Monsieur le Président, la jurisprudence est très claire. Dès lors que l'on n'est pas informé d'un délit tenté ou consommé, on n'est pas poursuivable, on ne peut pas être puni plus exactement pour non-dénonciation de crime. Et, Monsieur le Président, Maître Maurice Loubert est très futé, très malin. Dès qu'il a compris cela, il a invoqué cette fois-ci une autre disposition en disant, en réalité, nous, on ne poursuit plus ces personnes-là sur la base de l'article 56, nous les poursuivons sur la base de l'article 102. Alors, parlons aussi de l'article 102. 102. Il me semble. 102. De 5 à 10 ans. De 5 à 10 ans et d'une amende de 100 000 à 2 millions de francs guinéens, toute personne qui, ayant connaissance d'actes, j'ai même souligné le mot acte,